Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, bonsoir. Ne vous étonnez pas de me voir sur scène et seulement 2 noms sur le programme. Mon nom est Caroline Fischer et je disparaîtrai aussi rapidement que possible. Je suis juste là pour présenter les collègues de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, université qui, depuis le début des idées mènent le monde, est un partenaire. Et cette année, les collègues ont été particulièrement enthousiastes parce que, effectivement, raison d'espérer qu'est-ce qui va mieux pour une université. Parce que si nous faisons cours, c'est bien sûr à chaque fois dans l'espoir de donner quelque chose à nos étudiants et étudiantes, du savoir, des compétences, mais surtout un bagage pour leur permettre de mieux affronter leur avenir, non seulement professionnel, mais effectivement, vous le savez, à l'université, nous faisons de la recherche qui, elle aussi, est toujours faite dans l'espoir d'améliorer, cet espoir qui nous vient du siècle des Lumières finalement, d'améliorer nos conditions de vie. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir et le privilège de donner la parole à ma collègue Noël Bru. Et à l'université, évidemment, nous travaillons aussi avec des chercheurs et chercheuses d'autres institutions. Cette fois-ci, c'est l'Ifremer et c'est Nathalie Caimi. Bon, voilà, j'ai réussi le plus difficile de la journée. Donc, qui interviendront ensemble et à qui je laisse la parole. Bonjour à tous, nous vous remercions d'avoir tenu jusqu'à la fin de la journée et de nous accorder votre début de soirée pour assister à cette conférence. Nous allons la faire, c'est une conférence que nous avons préparée spécialement pour l'événement. C'est la première fois que nous parlons ensemble à 2 voix, même si cela fait plusieurs dizaines d'années que nous travaillons ensemble. Donc, vous allez assister à cette conférence à 2 voix. Il n'y aura pas de chorégraphie, ne vous inquiétez pas. Et nous allons entamer un sujet qui est aussi d'actualité, qui est espérer maintenir une pêche locale durable. Donc, je suis Noël Bru, je suis personnelle de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et je suis membre du laboratoire de mathématiques. Vous verrez où ça intervient dans cette conférence. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Nathalie Caimi, je suis chercheure en écologie des ressources halieutiques, donc des ressources exploitées à Anglet, donc sur le site de l'Université du Pays Basque. Alors, nous, la façon dont on a préparé cette intervention, on s'est dit comment présenter nos raisons d'espérer. Donc, on s'est dit on va vous emmener, on va essayer de vous embarquer pour vous questionner, enfin se questionner ensemble sur l'aspect surtout changement climatique, sur l'activité de pêche, pour espérer maintenir une pêche durable. Donc, on a essayé d'articuler notre présentation en essayant de questionner autour de cette proposition. Donc, pour aborder ce sujet, nous avons fait le choix de ce plan d'intervention. Donc, tout d'abord, nous allons rappeler le contexte de ce travail. Ensuite, nous aborderons ensemble la pêche locale pour voir un peu aussi si vous avez quelques connaissances sur les pêches du Pays Basque. On parlera de l'état des stocks exploités, des changements observés sur les espèces, des changements possibles aussi sur les navires, un sujet qui est souvent délaissé. Et on finira par quelques éléments sur le rôle du consommateur et des messages qui peuvent être à la fois aux citoyens mais aussi aux gestionnaires. Et tout cela, enfin, la façon dont on a construit le sujet et cette intervention, on pourrait essayer de répondre à la thématique de la journée pour espérer, nous, notre travail de base, il faut d'abord connaître et comprendre, et c'est indispensable pour pouvoir après agir de manière logique et permettre une gestion durable des ressources. Je te laisse.
Donc on va commencer par le contexte général, le cadre de travail dans lequel nous travaillons justement. Donc vous nous avez reconnus sur la photo en bas à gauche. Donc c'était lors d'une sortie de pêche justement où il m'oblige aussi à assister à ça. Donc je suis membre du laboratoire de mathématiques appliquées dont l'une des thématiques est l'environnement, et notamment l'environnement que l'on traite sous la vision, avec des méthodes de biostatistique, statistique pour du vivant, c'est ma spécialité. C'est un labo de mathématiques qui est au sein de l'Université de Pau, qui est labellisé aussi sur des thématiques de solutions pour l'énergie et l'environnement et qui cherche à trouver des réponses sur l'adaptation des écosystèmes littoraux notamment. Il y a aussi au sein de l'Université de Pau une fédération de recherche, donc un regroupement de chercheurs qui travaillent sur cette thématique-là, que j'ai appelée la Fédération MIRA. Et à côté de ça, ma collègue fait partie d'un institut qui est indépendant de l'université, mais avec qui on collabore beaucoup, dont les missions régaliennes sont bien de travailler sur l'expertise et la protection de l'océan. Et elle est dans un laboratoire qu'on appelle le LER d'Arcachon, qui fait l'observation du littoral. La grande boîte qui est au-dessus, ce n'est pas un organisme, on va dire, c'est un consortium de chercheurs régional qui s'appelle Acclimatera, qui travaille aussi dans le cadre d'un réseau de recherche Futuract qui vise à anticiper les changements climatiques, mais Nathalie va vous préciser ça un peu plus en détail. Alors justement, dans la région Nouvelle-Aquitaine, on a la chance, nous, en tant que chercheurs, à être épaulés par les collectivités de manière assez forte. Et donc, il y a une forte sensibilité, notamment de la région, face à la question du changement climatique. Et donc, depuis 2011, la région a mobilisé les chercheurs autour de ce que Noël a présenté à Climatera, qui est un comité scientifique régional sur le changement climatique, sous la direction d'Hervé Le Treut. Et donc, le travail du comité scientifique, ça a été tout d'abord en 2011, donc il y a eu 2 rapports qui sont sortis, en 2013 et 2018, de faire des états des lieux sur les connaissances de l'impact du changement climatique à l'échelle du territoire de l'ancienne Aquitaine puis de la Nouvelle-Aquitaine, dans différents domaines, sur différents secteurs. Donc il y avait aussi bien la montagne, la ville, la mer, le littoral. Et donc c'est une expérience vraiment sensationnel, puisque nous sommes une quinzaine de chercheurs qui pilotons les différents chapitres, et on a à charge de synthétiser les connaissances pour les rendre disponibles et mobilisables ensuite par les gestionnaires. Donc vous trouvez sur la gauche, il y a 2 ouvrages qui ont été donc produits, ainsi que des web compléments tout est intégralement téléchargeable en ligne. Et donc, on a aussi fait des tournées en région pour présenter les résultats. Et donc, ce travail-là, c'est vraiment une veille scientifique, un état des lieux. Et ce qui ressort de ces travaux, c'est vraiment qu'il faut se préparer à vivre dans un monde différent. Et donc, en parallèle, la région Nouvelle-Aquitaine a mobilisé, a mis en place des réseaux recherche régionaux. Il y en a plusieurs sur plusieurs thématiques, mais il y en a une sur l'anticipation. Et donc, ce réseau régional permet de dynamiser, de structurer la recherche sur cette thématique pour accompagner les territoires sur ces questionnements. Donc c'est vraiment 2 dispositifs qui sont complémentaires, un plutôt sur la veille scientifique et la communication, et l'autre pour aller chercher les fronts de recherche, les données qu'il manque, les façons de travailler, les informations qu'il manque, aller les chercher ensemble pour répondre à des problématiques du territoire. Toujours dans ce contexte, justement, donc c'est la mobilisation des chercheurs. Il y a beaucoup de chercheurs, il y a à peu près 370 chercheurs qui sont mobilisés au sein des 2 structures. Et ça fait appel pour répondre à ces questions à des disciplines qui sont très complémentaires. Donc l'écologie, donc l'halieutique, c'est l'étude des ressources exploitées, l'économie, les mathématiques, l'informatique. On a mis des points de suspension puisqu'il y a aussi les sciences politiques avec qui qu'on incorpore aussi dans nos projets. Donc pour comprendre et apporter des éléments de réponse, il faut mobiliser, il faut du travail pluridisciplinaire, et c'est ce qu'on aime. La preuve aujourd'hui, on travaille ensemble depuis de nombreuses années, et c'est l'interaction entre ces disciplines, c'est en travaillant sur les fronts de recherche, les choses qui n'ont pas été vues, mais avec des angles différents, complémentaires, que l'on peut arriver à apporter des éléments à notre niveau aux questions qui se posent sur le territoire, et en particulier sur l'impact du changement climatique sur l'activité de pêche. Donc nous avons décidé également de vous faire participer un peu. Donc dès que vous verrez ces points d'interrogation, c'est que nous allons questionner la salle.
Et donc la première question que l'on vous pose, avant que l'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, c'est parmi vous, qui pense que c'est désespéré de maintenir une pêche locale durable? 2 personnes. On verra après voilà, ce qu'il en est. Donc, on est à 2 personnes dans l'ensemble de l'amphithéâtre. Hop. Au niveau mondial, donc on a récupéré quelques informations pour vous donner un point de vue. Voici, ce sont des courbes d'évolution de ce que l'on peut trouver au niveau de la pêche et de l'aquaculture. Ce qui concerne la pêche, c'est la partie bleu clair. Donc après, vous voyez une montée en puissance jusqu'à la fin des années, jusqu'au milieu des années 90. Vous avez une espèce de plateau sur tout ce qui est prélevé. Ce qui est en jaune, c'est l'aquaculture. Donc ça, c'est la première information que nous souhaitions vous communiquer. Deuxième information, nous avons fait un peu une revue de presse, on va dire, sur voir comment était perçue la pêche actuellement dans les médias. Donc c'est juste un extrait. Hein. Donc nous avons choisi quelques titres d'articles concernant le changement climatique et la pêche. Et puis il y a quelques mots-clés à l'intérieur, je ne vais pas vous les faire lire, mais il y a quelques mots-clés qui nous interpellent. Par exemple, ici, dans ce premier article, la flèche qui vient d'apparaître désigne le mot répartition. La répartition des stocks de poissons change. Dans le deuxième article, c'est l'ouverture de la pêche. Alors on va parler de l'ouverture, mais c'est quelque chose de temporel. Il y a des changements dans le temps aussi qui s'opèrent au niveau de la pêche. On verra ce que ça veut dire. Et puis là, un grand point d'exclamation avec de la dorade royale en Normandie, ce qui veut certainement dire qu'ils n'avaient pas l'habitude d'en voir. Donc ça veut dire qu'il y a des espèces qui apparaissent, très certainement. Et puis le dernier mot, c'était que chacun a un rôle à jouer. D'accord ? Donc on reviendra sur ces aspects-là dans le courant de notre exposé. Donc je vais passer la parole à ma collègue qui, elle, est une spécialiste de l'halieutique et de la pêche locale. Donc nous allons embarquer sur les bateaux. Ah non, c'est moi. Alors en fait, moi, c'est la seule diapositive, c'est pourquoi en fait la pêche existe, il ne faut pas l'oublier, c'est que c'est pour nourrir l'être humain qui est à la fin de la chaîne alimentaire, hein, qui arrive à la fin. Et dans cette fameuse pyramide de Maslow que tout le monde connaît, hein, c'est pour satisfaire donc l'alimentation, c'est pour satisfaire le premier palier de la pyramide, c'est nos besoins physiologiques. Donc elle est là pour ça. Il y a des poissons qui sont pêchés depuis quelque temps maintenant. Il y a aussi les algues que l'on utilise et ça va au-delà. Il y a d'autres manières d'exploiter la mer, de s'en inspirer avec le biomimétisme, mais aussi l'extraction de matières non vivantes. Vous avez peut-être assisté à une émission qui a eu lieu cette semaine où on parlait du sable que l'on extrait des fonds des océans pour faire voilà, du génie civil. Voilà, la mer est exploitée. Nous allons prendre juste l'angle de la pêche. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la pêche locale en quelques chiffres. Donc, le quartier maritime de Bayonne, ça désigne les bateaux qui sont immatriculés entre la frontière espagnole, Hendaye, et Cap-Breton. Donc, sur cet espace, on a 151 bateaux qui sont en activité. Donc, par abus de langage, j'emploierai le terme quartier maritime de Bayonne. Donc, 151 bateaux. Il y en a 103 qui partent des ports de ce territoire. Donc 68%. Et ensuite, il y a 48 bateaux qui partent d'ailleurs. Donc ça peut être de Bretagne, d'Écosse, on va le voir tout à l'heure, d'Irlande. Ah, on a écrit Islande, mais c'est Irlande. Espagne ou Sénégal. Donc pour vous montrer là, alors je voudrais juste voir le pointeur. Hop, voilà, pardon. Donc de ces 48 bateaux, donc l'activité. Donc les 151 bateaux auront une activité à la fois dans le Golfe, on va le voir un peu plus loin, mais aussi en Ouest-Irlande ou Ouest-Écosse. Et là, les chiffres que vous avez, ce sont les débarquements de ces bateaux, donc des bateaux du quartier maritime de Bayonne, sur les différents territoires ou les différents pays. Donc en Écosse, ils débarquent 1000 tonnes, 18 000 tonnes en Irlande, donc ce qui est considérable, 12 000 tonnes en France et 8 000 tonnes en Espagne. Donc en fait, et là on vous a mis là les ports de débarquement pour vous donner un détail. Donc le territoire du quartier maritime de Bayonne, ça représente que 9% des apports qui sont débarqués. Et en fait, il y a un système de base avancé. Quand les bateaux débarquent ici, en Irlande, et l'intégralité de l'Écosse, en fait, c'est rapatrié en camion.
Et c'est vendu ensuite dans les criées ou françaises ou espagnoles, où les pêcheurs espèrent avoir le meilleur prix. Donc il y a tout un système de base avancée ici, où après c'est rapatrié, et ça peut être vendu par exemple à La Rochelle, à Saint-Jean-de-Luz, ou après plutôt à Passares en Espagne. En matière d'engins de pêche, donc, on vous a mis quelques illustrations des engins de pêche principaux pratiqués par les navires. Donc du filet droit, de la palangre, donc ça c'est une technique particulière au Pays Basque, la palangre à merlu, du chalut, donc chalut de fond ou chalut pélagique, la canne pour la pêche du thon, les casiers, là ça illustre la bolinche, donc un filet tournant coulissant. Et bon, il y en a encore, hein, il y en a d'autres, mais on a pris les principaux. Et j'ai pas dit aussi que la longueur des navires, en fait, le quartier maritime est caractérisé par des navires qui sont assez d'une taille modeste, puisqu'on a 83% des bateaux qui font moins de 12 mètres. Voilà. Et sachant en même temps qu'on va de 6 à 38 mètres de longueur. On a indiqué la notion de flottille de pêche. En fait, une flottille de pêche, ce sont des groupes de navires qui ont des pratiques similaires. Donc une flottille de pêche qui va être par exemple filayeur à merlu ou chalutier à sol. Voilà. Donc c'est un ensemble de navires qui ont des pratiques similaires. Et je voulais le dire parce que des fois, par abus de langage, je l'utilise. Et donc, pour vous illustrer qu'en fait, il n'y a pas une pêche, il y a bien des pêches, notamment au travers des différentes longueurs de bateaux, donc des petits bateaux, des bateaux qui vont beaucoup plus loin, des navires, et la diversité des engins de pêche. Ensuite, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, en matière de zones prospectées, enfin de zones exploitées, on a des bateaux donc, qui vont travailler... Pardon, il faut que je me fasse avec le... Voilà. On a des bateaux qui vont travailler, 35% des apports vont provenir du golfe de Gascogne, donc plutôt par les unités qui sont de taille plus limitée. Les bateaux les plus gros vont pouvoir aller dans cette zone-là et après Ouest Écosse également, donc à hauteur de 62% des apports. On a 10% des apports qui viennent des rectangles côtiers ici. Donc là, c'est pour les tout petits bateaux qui peuvent ne sortir qu'à la journée. Et là, on a le cas particulier de l'algue. Alors vous avez peut-être entendu parler de l'algue rouge, le gélidium, donc qui est utilisé pour la production d'agar-agar et pour la consommation ou les cosmétiques. Et donc ça c'est intégralement exploité en face des côtes basques. Alors là, c'était juste un petit quiz. Je voulais me demander quelles étaient vos connaissances des espèces qui étaient pêchées par les navires du Pays Basque. Du thon, oui. Du merlu, oui. Du bar. J'ai entendu une espèce. Bonite, oui. Des anchois, de la sole, oui. Oh, je commence à avoir un beau plateau de fruits de mer, oui. Vous m'avez dit? Vous avez dit un nom? Non, pardon, j'ai entendu. Alors, ouais, pas beaucoup. Quelques crustacés, mais voilà, un peu. Non, nous, pour le moment, on est épargnés. Pour le moment, c'est en Méditerranée, mais pour le moment, je touche du bois. Pour le moment, on est épargnés pour le crabe bleu, mais oui. Non, c'est une problématique pour l'instant méditerranéenne. À ma connaissance, on n'a pas détecté. Et donc, vous avez cité de nombreuses espèces qui sont exploitées par les pêcheurs d'ici. Donc en valeur, on vous a mis les graphiques, les camemberts en poids et en valeur. Donc vous voyez, on a le merlu qui est très très important. Donc 53% des apports en valeur proviennent du merlu. C'est considérable. Les baudroies, parce qu'en fait il y a deux espèces de baudroies, la baudroie rousse et la baudroie blanche. La cardine, donc un poisson plat, plutôt au nord, enfin au large et au nord. La sole, vous me l'avez dit, le bar, le germon, donc c'est le thon blanc, la sardine, et après on a 16% qui est composé des autres espèces. Voilà. À cela s'ajoute effectivement donc l'algue rouge qui est exploitée. Voilà. Donc ça, ce sont des chiffres. Ils sont à 2016, mais ils restent valables dans les grandes lignes. On n'a pas d'espèce complètement nouvelle qui est arrivée, donc les grandes masses restent valables. Et donc ces deux graphiques montrent une très forte dépendance des navires du quartier maritime de Bayonne à un nombre restreint d'espèces, puisque vous voyez que le merlu et les baudroies
compte pour 67% des productions en poids et 71% en valeur hors algues. Donc c'est une forte dépendance. Donc les fortes dépendances, ça va bien quand tout va bien, mais dès qu'il y a s'il y a un décrochage, ça peut être une marque de fragilité. Voilà, et on va revenir là-dessus après. Donc, du coup, on s'est dit aussi, il faut vous montrer où ils pêchent. Donc, voilà la Baudroie, donc la pêche locale, donc les bateaux du quartier maritime de Bayonne. Voilà où ils pêchent la Baudroie, ou la Lotte. Hein, le nom commercial, c'est la Lotte. Donc, voilà. Ah, voilà, j'aurais dû le dire avant, pardon. Voilà. Voilà, donc la Lotte, donc que vous. Ah, on n'a pas prévu de recette, hein, mais bon. Donc, la Lotte est pêchée. Donc, voilà les zones de pêche de la Lotte. Enfin, des lottes, puisqu'il y a 2 espèces. Le merlu, voilà également ces zones de pêche. Donc, vous voyez, ça peut être. Donc, derrière, c'est pareil, il y a des petits bateaux, c'est plutôt dans les zones plutôt ici et plus au large, les plus grosses unités. On resserre un peu le maquereau, ce sont des zones très spécifiques et ce sont des pêches très saisonnières, généralement. Donc, au sud du golfe de Gascogne, ici, un peu en Bretagne, et puis après en Ouest-Irlande. Le bar, donc une espèce aussi, là on resserre, donc le bar, donc les navires. Donc là, on est bien d'accord, ça ne représente pas l'ensemble des captures du bar par la pêche française, ce sont les captures de bar par les bateaux du quartier maritime de Bayonne. Donc eux exploitent le bar ici, et ensuite le gélidium, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment une spécificité du territoire, donc c'est pêché vraiment tout près de la côte, voilà. Pour vous montrer les étendues. Après, on s'est dit, on a parlé de nos raisons d'espérer, mais il fallait aussi vous parler de l'état de l'exploitation des stocks et la question de la durabilité. Donc, on a mis quelques diapos sur ce questionnement-là parce que ça nous semblait important d'échanger, de parler de ces éléments avec vous. Donc, la première question, c'est pareil. Pour vous, comment les stocks, comment globalement les stocks se portent-ils au niveau européen ? Alors, est-ce que c'est plutôt bien ou pas bien ? Pas bien au niveau européen, hein ? Oui. Oui. Forcément des stocks. La civelle, elle est pêchée. Après, c'est une pêche qui est extrêmement réglementée, mais ça fait partie des pêches locales, oui. Bon. Là, alors, on y va. Parfait. Merci pour la transition. Oui. Donc, on va revenir du coup sur l'état de ces stocks. Et je voulais juste préciser, pour déterminer l'état des stocks, il faut, donc derrière, il y a de l'observation, de la science. Donc, il faut être capable de caractériser l'état de la ressource. Donc, l'état de la ressource, on l'appréhende en connaissant l'abondance, donc la quantité, la structure démographique, est-ce qu'on a plutôt des poissons âgés, jeunes, est-ce que la structure démographique est équilibrée, et la répartition géographique. Donc ça permet d'avoir une information sur l'état de la ressource exploitée. Et pour pouvoir donner une information sur l'état du stock, il faut aussi connaître la pression de pêche associée, savoir l'effort de pêche par flottille, par saison, donc à quel moment elle est pêchée, avec quelle intensité, quelles sont les captures on appelle ça les captures par unité d'effort, les captures ou par jour de pêche, ou par heure de traîne de chalut, ou par kilomètre de filet. Donc tout ça, ce sont des informations dont on a besoin. Et ça nous permet de calculer des indicateurs de niveau et de positionner ensuite ces indicateurs par rapport à des niveaux ou des seuils de référence. Et donc là, ces seuils de référence, ils sont définis, ce sont des cibles de gestion qui peuvent varier dans le temps, puisque là, on est c'est défini on va y revenir après, mais par la politique commune de la pêche, et on est de plus en plus dans une approche de précaution qui fait que les seuils qu'il faut atteindre et qui permettent de définir l'état de la ressource, ils sont de plus en plus stricts, ils sont de plus en plus ils ont nécessité, et pour certaines espèces, ils nécessitent encore des mesures de gestion plus strictes. Mais on va revenir dessus. Et donc, alors ça, c'est une figure qui est un peu difficile, mais je pensais que c'était important de vous la montrer. En fait, quand un stock est exploité, donc là, ici, vous avez l'effort de pêche. Donc, en gros, plus vous mettez de bateaux, ou plus vous mettez d'heures de pêche. Et là, vous avez la quantité
pour une espèce la quantité de biomasse. Donc au début, vous avez un peu de bateaux, vous pêchez un peu, vous augmentez votre nombre de bateaux, vous allez pêcher de plus en plus, c'est normal. Mais au bout d'un moment, votre ressource, vous allez atteindre une cloche, un pic, et plus vous allez capturer, et plus votre ressource, au bout d'un moment, elle ne va plus être en capacité de se renouveler autant, et de permettre d'avoir un équilibre entre votre capture et votre stock. Et donc, plus vous augmenterez votre effort de pêche, et plus votre quantité globale de poissons que vous aurez va diminuer. Et donc là, en parallèle, vous voyez que de la population vierge qui n'est pas exploitée, plus vous l'exploitez, plus elle diminue. Enfin, c'est normal. Enfin, on a forcément une empreinte. À partir du moment où on la pêche, on a une empreinte. Reste après à définir le niveau que l'on veut collectivement. Donc là, c'est défini par les seuils de référence dont je vous ai parlé, auxquels on veut collectivement atteindre pour permettre le renouvellement et exploiter durablement la ressource. Donc en parallèle de ces deux graphiques, cette matrice de Kobe, qui est la matrice qui définit l'état des stocks, quand vous entendez bon état, surexploité, c'est cette matrice qui est utilisée. Donc avec, je vais y revenir dessus du coup, donc avec des stocks ou en bon état, ou surpêchés dégradés, reconstituables et effondrés. Et c'est pour ça qu'il faut faire en fait très très attention quand on parle de l'état d'un stock, puisque ça fait référence à donc ça, ce sont des limites, des seuils qui sont définis. Donc ça, c'est de la biomasse au rendement maximal durable, qui est l'approche qui est maintenant définie par la politique commune de la pêche. Ça, c'est la biomasse limite, en dessous de laquelle on considère que si votre quantité de poissons est inférieure à cette quantité, votre stock est effondré. Donc effondré, ça ne veut pas dire disparu, ça veut dire qu'il ne peut plus permettre une exploitation par la pêche. Et donc là, si je fais le parallèle, un stock en bon état, ça veut dire que j'aurai à la fois un stock pour lequel j'ai l'effort de pêche qui est en dessous de cette limite, de cette biomasse, de ce niveau de RMD, de rendement maximal durable, donc qui est vraiment le seuil fixé maintenant par la politique commune de la pêche. Donc là, j'ai un stock en bon état. Là, j'ai un stock surpêché. Donc ça veut dire qu'en quantité, le stock est au-dessus du seuil fixé. Mais ça veut dire que la pression de pêche, par contre, elle est considérée comme trop importante par rapport à ce seuil. Ici, j'aurai un stock reconstituable. Ici, un stock surexploité. Et ici, un stock effondré. Donc c'est vraiment... et donc vous voyez qu'en fonction à un stock où il va se placer... on va avoir... quelquefois aussi, en fonction des années, on peut avoir un stock qui est ici dans le rouge et qui va basculer, son état va changer à l'évaluation suivante, puisque les données, les indicateurs qui ont été recueillis auront permis de voir que l'état s'est amélioré. Et à l'inverse, on peut avoir un stock qui est ici, qui change de catégorie. Mais c'est pour vous dire, voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour échanger là-dessus, mais c'est pour vous sensibiliser, vous donner des éléments sur comment sont définis l'état des stocks. Derrière, il y a beaucoup de travail forcément, mais des procédures très, très rigoureuses et des seuils qui sont donc fixés. Et donc si je viens sur les ressources françaises et notamment celles qui sont exploitées par les bateaux d'ici, donc là vous avez, donc c'est pour répondre tout à l'heure à faire écho au questionnaire, donc on a en fait 51% des débarquements qui proviennent des populations non surpêchées. Donc ça veut dire, vous vous rappelez, qu'ils sont dans le graphe, donc en haut, on est sur la partie haute, on a 44% et 7%. Donc là, on a des stocks qui sont au-dessus, qui ont une biomasse qui est au-dessus de la biomasse fixée par le rendement maximal durable. Ensuite, on a des stocks, donc 12% qui sont population surpêchée, 11% en surpêché dégradé, 2% effondrés, et vous voyez quand même que la queue du poisson, on a 5 et 19%, donc on a quand même 24% des stocks pour lesquels ils sont ni classifiés ou ni évalués, ou non évalués. Et en fait, ce sont des ressources pour lesquelles on manque d'informations, ou ce sont des ressources qui ont un intérêt commercial parfois très localisé, et il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les données, il n'y a pas l'énergie, les bras, les neurones, pour pouvoir donner des éléments fiables pour quantifier et faire une évaluation de ces stocks, analytique des stocks, ou ce sont des stocks pour lesquels ils sont importants, mais pour lesquels il manque de données,
et on va revenir après sur cet aspect-là. Et donc à gauche, vous avez aussi la répartition avec différentes espèces, enfin stocks plutôt. Donc là, par exemple, vous avez la sole ici, la sole en mer Celtique qui est surpêchée, et la même espèce dans le golfe de Gascogne est en surpêché dégradé. Donc le thon rouge qui est en reconstitution, ensuite merlan, aigle-fin, enfin vous voyez l'image. Donc je l'ai entendu tout à l'heure, ça dépend vraiment des espèces, ça dépend des stocks. Donc une même espèce est découpée en différents stocks. On découpe en fait un stock, c'est une entité qui à la fois qui correspond à de la biologie et à une unité de gestion. Mais je pense qu'il faut que je continue vu l'heure. Et donc si je continue sur l'état des stocks pour montrer l'évolution de cet état des stocks, donc vous voyez que depuis une vingtaine d'années, en fait, on a une amélioration de la part des stocks qui est en bon état. Donc on a une amélioration notable, que ce soit donc là ce sont les zones spécifiquement exploitées par nos flottilles du quartier maritime de Bayonne. Donc la Manche Ouest, mer Celtique et Ouest Écosse, et le golfe de Gascogne. Donc on a ici une augmentation, avec malgré tout un certain plateau, donc une stagnation. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à poursuivre les efforts en matière de gestion. Et ça veut dire aussi, bien que derrière il y a beaucoup de mesures de gestion qui soient appliquées à la pêche, ces plateaux signifient, même si on n'a pas tous les éléments encore pour comprendre, qu'il faut continuer à bien comprendre la dynamique de ces stocks, le rôle du changement climatique, le rôle de l'environnement en général, et aussi l'interaction entre les stocks. Et vous voyez que dans la partie haute, là, c'est notre partie des stocks non évalués. Donc effectivement, pour cette zone-là, la part des stocks non évalués ou non classifiés a tendance à diminuer, mais pour le golfe de Gascogne, on reste encore dans des proportions importantes. Et donc, pour ces stocks qui restent non évalués, il faut chercher des solutions. Et nous, dans le travail que l'on réalise avec Noël, on s'est investi depuis plusieurs années maintenant, nos deux laboratoires, pour essayer de chercher des solutions pour combler des lacunes en matière d'indices d'abondance pour des stocks pauvres en données. Donc là, on a pris l'exemple du rouget barbé. Donc le rouget barbé de roche est une espèce intéressante parce qu'elle a un prix de vente intéressant en criée, et vous savez, sur l'étal aussi. Mais actuellement, il n'y a pas de campagne scientifique idoine, donc de campagne scientifique utilisable pour rendre compte de l'abondance de ce stock ouest. Donc le stock de rouget barbé, en fait, l'espèce, la population de rouget exploitée et présente en Atlantique Nord-Est, elle est présente à la fois ici et dans tout ce secteur-là. Elle a été définie en deux stocks, parce qu'ils fonctionnent de manière biologiquement de manière autonome. Donc ce stock Est et ce stock Ouest. Et pour ce stock Ouest, il n'y a pas d'indice d'abondance, donc il n'y a pas d'évaluation qui est faite. Donc nous, on a développé une méthode qui s'applique pour définir des indices d'abondance du rouget barbé qui sont issus des données des captures professionnelles. Et donc on a travaillé sur deux projets financés par France Filière Pêche, donc le projet Romiligo et le projet Acoste. Et on a publié une méthode, donc là vous avez l'article scientifique, on a publié une méthodologie qui est transposable potentiellement à d'autres ressources et qui nous permet en fait de pallier aux lacunes, au manque de données en développant des méthodes innovantes pour définir des indices d'abondance. Et donc, voilà, pour nous, de notre point de vue, c'était une première raison d'espérer, puisque même des fois, quand il n'y a pas de données, en mobilisant des travaux, on n'a pas le temps de détailler comment on a travaillé, mais on est là pour toutes les questions, on peut pallier à des problèmes de données, de lacunes de données, en mobilisant des données qui existent par ailleurs, mais qui ne sont pas valorisées pour cette finalité. Juste pour finir sur les stocks, parce que je voulais aussi donner l'indication sur les TAC et les quotas, parce qu'on en entend souvent parler, souvent on dit que ce sont les scientifiques qui définissent les TAC et quotas. Non. Donc les TAC et les quotas, donc les TAC ce sont les totaux admissibles de capture, donc c'est la quantité maximale de poissons d'une espèce que vous pouvez prélever dans une zone et une période délimitée. Donc en général ce sont des TAC annuels. C'est une mesure de gestion qui est une mesure de conservation des ressources halieutiques, et donc c'est adopté par la politique commune de la pêche. C'est basé sur des avis scientifiques, donc que je vous ai parlé tout à l'heure, qui définissent l'état du stock,
et c'est produit par des organisations scientifiques ou de pêche intergouvernementale. Donc nous, pour les espèces qui sont exploitées par les bateaux du quartier maritime de Bayonne, vous avez en gros 2 grandes structures qui vont travailler et définir l'état de ces stocks. Vous avez le CUM, donc, ou l'AICES, pour les espèces de l'Atlantique Nord-Est, et pour les espèces de tonidés et apparentées, c'est l'ICAT ou la CICTA en français. Donc, ils fixent une partie des stocks. Donc, on a 171 stocks qui sont évalués, ce qui représente à peu près 75 espèces. Et c'est fait tous les ans, sauf pour les espèces profondes, c'est tous les 2 ans. Et une fois les stocks fixés, donc les TAC, donc le total admissible de capture, il est réparti par pays en quotas nationaux, et selon une clé historique, et sachant qu'il peut y avoir des échanges entre les pays tant que le total est respecté. Et dès que les captures atteignent le seuil fixé par le TAC, le pays doit fermer la pêcherie correspondante. Et donc, si on vient au niveau du processus, pour la définition du TAC et des quotas, le processus, c'est que nous, on travaille sur des données, on collecte de la donnée, à la fois les données professionnelles, les données biologiques, par les campagnes scientifiques. On les collecte en 2022. On travaille sur ces données-là. Je dis on parce que dans l'équipe, il y avait une collègue jusqu'à il y a 3 ans qui travaillait sur le stock de sol du golfe de Gascogne. Et voilà, donc on a des collègues qui participent au CUM. Donc, au niveau du CUM, il y a le travail scientifique qui est fait pour évaluer, faire le diagnostic biologique de l'état du stock au regard de la pression de pêche. Donc ça, ce sont des travaux qui ont lieu. Donc c'est un avis biologique au niveau du CUM. Ensuite, à l'automne, c'est proposé à la Commission européenne. Là, la Commission européenne saisit son conseil scientifique et technique, le CSTEP. Il y a aussi des allers-retours avec différentes instances, avec les ONG également. Enfin, il y a des instances d'échange sur où les stocks sont les niveaux de taxes sont proposés. Donc là, il y a une intégration de la composante socio-économique et il y a une proposition de taux admissible de capture qui est faite et qui est ensuite amenée au Conseil des ministres européens, où là, il y a une approbation, une discussion, une approbation, rejet, proposition, élaboration d'un compromis. Et ça, en général, alors, je crois que cette année, je crois que c'est autour du 12 décembre, 12-13 décembre, qu'il y aura le Conseil des ministres qui fixera les TAC. Donc là, la décision, elle se fait au niveau du Conseil des ministres. Donc évidemment, sur la base des avis biologiques, mais c'est tout un processus. Et ensuite, en 2024, ça revient au ministère d'appliquer les quotas qui ont été définis et de faire les contrôles. Et donc les quotas en France, ils sont gérés par les organisations de producteurs. Donc ça revient, les sous-quotas reviennent aux organisations de producteurs qui ont des adhérents, les pêcheurs, et ce sont eux qui doivent après faire des plans de pêche pour répartir les quotas et faire en sorte que ce quota soit utilisé de manière et atteint ou pas, mais de manière à permettre que l'exploitation soit durable. Enfin, l'exploitation soit... Il faut accélérer, ok. Donc maintenant, les changements observés sur les espèces, donc je vais aller un peu plus vite, mais je pensais que c'est important de parler des TAC et des quotas pour poser les choses. Donc les changements sur les espèces en lien avec le changement climatique, il y a des changements qui sont déjà avérés, observés. Donc là, on a mis quelques exemples avec Noël. Donc pour le maquereau, on a un décalage vers le nord de la zone de ponte. À chaque degré de réchauffement de la mer, la zone de ponte du maquereau grimpe de 28 km. La baudroie, sa surface colonisée, elle monte vers le nord, mais on va voir après. On a des variations d'abondance également de poissons plats. En gros, le céto, donc le petit poisson plat, là, qui est un poisson qui aime mieux les eaux un peu plus chaudes que la cardine, et bien le céto se plaît mieux et on voit des indices d'abondance dans le golfe de Gascogne en hausse, alors que la cardine est moins présente. On a des zones de productivité, donc de quantité de poissons qui sont différenciées en fonction des zones. C'est observé pour le merlu. Et on a aussi l'arrivée de nouvelles espèces, mais on va y revenir. Et donc, je prendrai juste l'exemple de la baudroie. Donc, la baudroie, il y a quelques années, a été observée en fait une augmentation de la température au large des côtes de l'Islande, avec une augmentation notable. Et en parallèle de cette augmentation de la température, on a eu une colonisation petit à petit de la baudroie dans les eaux islandaises. En fait, la surface colonisée augmente vers le nord pour cette espèce en relation, parce que la baudroie y trouve des conditions de plus en plus favorables. Et en même temps, on a aussi des observations, puisque la baudroie, elle aime les eaux pas trop chaudes, donc elle va aller rechercher des eaux plus fraîches en montant vers le nord, ou elle peut aussi, c'est des observations aussi des professionnels, elle peut aussi aller plus en profondeur, rechercher des eaux plus fraîches. Mais là, si on bascule sur la gestion, c'est pour ça que tout à l'heure je voulais vous parler des TAC et des quotas, si on bascule sur la gestion, le quota de pêche de la baudroie pour les bateaux français,
Donc vous avez vu tout à l'heure, les bateaux, je ne sais pas si vous vous rappelez, la baudroie exploitée par les navires du quartier maritime de Bayonne, il y a un peu de capture ici et des captures donc en zone 8 et en zone, surtout la zone 7. Donc la zone 7, on a 68% du quota qui est alloué, la zone 8, on a 28%, et après, plus au nord, on a 4%. Donc c'est ce graphe-là, ce tableau-là qui représente donc les zones qui sont montrées ici, et là le TAC total, et le TAC Union européenne, et le TAC réparti par pays. Donc le total du TAC, 73 000 tonnes. Sur ces 73 000 tonnes, la France a 37 000 tonnes, et elle a le droit de pêcher 25 687 tonnes dans la zone 7, et 10 000, voilà. Donc c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que c'est réparti, et c'est sur une clé de répartition qui permet un équilibre entre les pays. Mais si cette baudroie dont on a parlé tout à l'heure, elle monte, vous voyez bien que là, le total autorisé de capture dans ces zones-là, dans la zone 12, la zone 5, on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur, on est à 1520 tonnes. Il n'y a que 4% actuellement du quota de pêche de baudroie pour les bateaux français qui est autorisé dans cette zone-là. Donc ça veut dire que les bateaux du quartier maritime auront-ils déjà la capacité technique à monter? Est-ce qu'ils peuvent faire des marées plus longues, se déplacer? Et les droits associés de pêche, le droit, donc puisque ça c'est réglementaire, hein, les droits de pêche associés en matière de fréquentation des zones. Et là, pareil, pour les bateaux les plus petits, si la baudroie va plus en profondeur, est-ce qu'ils pourront suivre leurs ressources? Donc ça pose des questions en matière de stratégie, quelle stratégie adopter? Et là-dessus, pour nous, c'est une raison d'espérer, puisqu'il y a des changements. Ces changements, il faut les anticiper, il faut s'y adapter et mieux comprendre la distribution, les changements de distribution des espèces. C'est un moyen de comprendre ce qui est en train qui commence déjà à arriver, hein, mais voir dans quelle proportion les changements vont s'opérer. Est-ce que ce sont des déplacements globaux ou des extensions, parce que ce n'est pas la même chose. Et donc nous, c'est un autre sujet de recherche que l'on a avec Noël. Et on a justement déposé hier, c'est vrai, un projet à Vision, pour un projet de recherche à Vision, qu'on a déposé un appel d'offres pour caractériser en fait, les déplacements, pour bien savoir si c'est du déplacement ou de l'extension des espèces. Donc pour nous, c'est une deuxième... la compréhension doit permettre de mieux anticiper. Je vais accélérer. Arrivée des nouvelles espèces. Donc on a au laboratoire depuis plus de 20 ans, on recueille les données inhabituelles, les espèces inhabituelles qui sont collectées par les pêcheurs ou des usagers, ça peut être des plongeurs. Et donc on vous a mis quelques diapos des poissons qui sont rapportés au laboratoire ou communiqués. Donc je vois que le temps s'écoule, mais donc on a des caranguidés, donc la carangue koubali, la sariole limon, on a le grondeur rayé africain, les compères, on a des poissons coffres également. On a du mérou blanc. On a eu la semaine dernière celui-ci, donc le croupia de roche. On sait qu'on en a un pour la semaine prochaine. Il faut faire la fiche. Donc il y a eu aussi quelques captures de requins marteaux. La dorade coryphène. Donc la dorade coryphène, avant c'était des captures très très rares. Maintenant c'est de plus en plus. Cette année, il y a eu des captures assez intéressantes de dorade coryphène. Donc c'est un très beau poisson, très bon poisson. Et donc, pour nous, potentiellement, ces espèces, elles peuvent permettre aussi d'apporter dans les changements des espèces nouvelles potentiellement intéressantes à exploiter. Donc, pour nous, c'est aussi une troisième raison d'espérer, même si on reviendra après en matière de bilan. Je te passe la parole. Donc, maintenant, rapidement, l'état des études sur l'impact du changement sur les navires. À quoi peut-on s'attendre? Donc c'est une étude que nous avons menée sur un projet très récent. On a eu une idée, voilà, ça nous arrive, de savoir en fait la première action quand on va les pêcher, c'est de sortir du port. Et on s'est dit, je ne sais pas si vous connaissez un peu les ports qu'il y a sur la côte basque et la côte landaise, notamment le port de Cabreton est assez compliqué. Il est assez compliqué de sortir du port de Cabreton. Il est assez dangereux. Il y a souvent des accidents. Et donc on s'est dit, l'idée que nous avions, c'était très certainement que le changement climatique impacte des choses. On entend parler du vent, de la hauteur des vagues, tout ça. Et est-ce que ce changement climatique peut impacter la sortie de pêche, la décision de sortir ou pas, de sortir le bateau ou pas?
Mais on a mis ça en parallèle avec d'autres considérations qui sont peut-être plus socio-économiques. Un pêcheur, il va sortir s'il est quasiment sûr de faire son chiffre d'affaires. Donc c'est un projet que l'université a porté, qui s'appelait Vents et Marées, et donc on a essayé de répondre à ça. On a fait collaborer des pêcheurs, on est allé les voir après coup, une fois qu'on a trouvé les résultats pour voir si c'était cohérent. On a pris donc différents pêcheurs, comme vous pouvez le voir en bas à droite, des filayeurs, des ligneurs et les bolincheurs. C'est lié aux différents types de filets que vous avez. Et puis on a pris les vagues, le vent, la qualité de l'eau aussi. On s'est dit on va essayer de l'intégrer, et le prix au kilo du poisson. Et tout ça, on a fait tourner des méthodes mathématiques pour voir ce qu'il en ressortait. Et quelques exemples, donc je vous montre rapidement, donc ce sera les seuls exemples mathématiques à peu près. Toutes les barres en jaune sont liées, jaune et vert, sont liées à des considérations environnementales, et la barre en orange est liée au prix. Donc vous voyez que pour les filayeurs de Cabreton, ABAC et Cabreton, ce qui les fait sortir, ça passe en premier et c'est très très important, c'est le prix. Pour les ligneurs de Cibourg, le CBA, le prix arrive pas de suite, mais ça arrive quand même. Et ce qui ressort, ce sont les variables en jaune et vert, donc des variables environnementales. Et les méthodes mathématiques nous ont permis de définir des seuils. On a deviné, juste en regardant les données de leur pêche, quels étaient le seuil, a priori, auquel ils ne sortaient pas. Et on l'a confronté avec ce qu'ils pensaient. Ça s'est révélé souvent le cas. Et notamment, vous vous en doutez, ils en avaient l'intuition, ils étaient contents qu'on le prouve. La hauteur des vagues était quand même un critère important pour eux pour sortir, surtout les petits bateaux. Et donc on s'est dit, est-ce que la hauteur des vagues augmente? En fait, au cours du temps, est-ce que ça augmente? Et donc là, vous voyez la courbe... Pardon, je ne sais pas appuyer sur le bon bouton. La courbe qui est ici est la courbe de tendance de hauteur des vagues. Donc vous arrivez à peu près à la même conclusion que moi. En termes de tendance globale, on n'a pas l'impression que ça augmente. Par contre, peut-être qu'il y a des effets de phénomènes extrêmes qui arrivent, et c'est encore à creuser. Donc en fait, pour nous, c'est une quatrième raison d'espérer. A priori, pour quitter les ports locaux, le changement climatique ne va pas être bloquant. Donc, je vois le temps qui s'écoule, il y en a quasiment fini. Donc on voulait finir par quelques diapos sur le rôle des consommateurs et quelques messages que nous on retire de nos travaux et que l'on pense normal d'échanger avec vous. Donc si je fais un bilan on a synthétisé en fait, là c'est les travaux qui ont été écrits par Acclimatera, par le travail d'Acclimatera. Si je synthétise ce qu'on a mis en évidence, ce qu'on voit c'est qu'il y a une arrivée d'espèces, donc de nouvelles espèces, un déplacement d'espèces depuis le sud. Donc ça fait écho à celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Au milieu, on a des espèces certaines qui restent, qui ne sont pas impactées, celles qui sont au milieu de leur aire de répartition. En fait, on ne voit pas de changement de distribution. On peut parfois avoir des changements de saison, tu l'as dit tout à l'heure. Elles vont être là, mais pas au moment d'habitude, parce qu'on a beaucoup d'espèces saisonnières. Je ne l'ai pas dit, mais les captures locales portent énormément sur des espèces qui sont de passage dans le sud du Golfe. Et après, on a des espèces qui vont monter, donc toujours avec le même questionnement, déplacement, extension. Mais vous voyez, c'est volontaire, on a mis plus d'espèces qui montent que d'espèces qui arrivent. Donc c'est quand même la tendance, même si pour nous, il y a une raison d'espérer sur des niches, sur quelques espèces peut-être qui seront intéressantes commercialement, qui seront nouvelles. Il y a quand même une grosse tendance à la remontée d'espèces vers le nord, au déplacement vers le nord. Et à la saison qui va changer. Et du coup, se pose la question pour les navires, la transposition, c'est que certains navires vont être en capacité de s'adapter, d'adapter leur calendrier d'activité, d'autres ne pourront pas parce qu'ils ont ils n'ont pas les moyens techniques de suivre, et puis certains ne pourront pas monter vers le nord, mais de toute façon cette ressource elle sera exploitée par d'autres bateaux ou des Bretons ou des bateaux plus nord. Donc c'est pour montrer là c'est la synthèse de ce qui a été observé, synthétisé dans les travaux. Et donc pour finir en guise de message aux décideurs, aux consommateurs, pour nous, tous ces travaux sur lesquels on s'investit depuis plusieurs années avec Noël, ça nous montre... après, il ne faut pas qu'on sorte de notre rôle de scientifique, c'est toujours la difficulté, mais ça nous montre de toute façon l'importance absolue d'une gestion adaptative. On voit que les choses changent. Vous rajoutez là-dessus le Brexit, j'aurais pu en parler pour la Baudroie. Les choses changent, il faut une gestion pas figée dans le temps, une gestion qui soit capable
de prendre en compte, voilà, décidément, des changements, des modifications des répartitions d'espèces. Et donc c'est quelque chose qui percole petit à petit dans la gestion, mais c'est primordial. En matière culture alimentaire, on a vu les espèces, on a fait un tour de table tout à l'heure, enfin un tour de salle des espèces que vous connaissiez. En fait, quand un pêcheur va exploiter une ressource, il va cibler ou de la sole ou du merlu, voilà. Il ne pêche jamais que de la sole ou que du merlu. Il a d'autres espèces qui sont capturées en même temps. Moi, je suis convaincue qu'on a aussi un rôle, si je me place au niveau consommateur, de pouvoir aussi être curieux de ce qu'il pêche en même temps. Parce que si ce n'est pas bien valorisé, ben, le pêcheur il va toujours faire la course à l'échalote, à essayer de trouver, toujours pêcher la même chose, mais les espèces top niveau, enfin celles qu'il cherche et qui tiennent son chiffre d'affaires. Mais si nous, en tant que consommateurs, on s'intéresse aux autres espèces, alors soyez rassurés, j'ai pas de poissonnerie, j'ai pas d'action. Mais si on s'intéresse au taco, à la vive, il y a plein d'espèces qui sont pas toujours connues et qui sont toutes aussi bonnes. Et donc, il faut aussi nous aussi, on a un rôle en tant que consommateurs à se dire, mais ok, j'aime bien la sole, j'aime bien le bar, mais il y a d'autres espèces, et en plus, elles sont souvent beaucoup moins chères. Donc, je peux aussi être intéressé à m'intéresser à d'autres espèces. Donc, pour moi, c'est de la culture alimentaire. Et on a tous un rôle à jouer. La diversification, le pêcheur, la diversification intégrée. On a vu, pour moi, les pêcheurs qui sont ultra spécialisés, quand tout va bien, c'est parfait, mais c'est quand même c'est vulnérable, c'est fragile. Donc, tout intérêt à être aussi polyvalent, donc à réfléchir quand il y a des renouvellements de flottilles, de bateaux, quand ils sont trop vieux et qu'il y a des réflexions sur quelle flottille renouveler, d'avoir des bateaux qui soient polyvalents, être en capacité de changer ou d'engin ou de zone assez facilement. Et le pêcheur est aussi pêcheur sentinelle, puisque pour nous, il nous rapporte aussi des éléments d'observation, puisqu'on n'est pas toujours en mer, eux ils y sont tout le temps. Donc quand il y a des choses anormales ou les espèces inhabituelles, c'est par le réseau que l'on nourrit avec les pêcheurs que l'on connaît ou de bouche à oreille qu'on arrive à avoir de l'information. Et enfin, la qualité de l'eau, ça va de soi, mais toutes ces ressources, elles se porteront bien, elles iront mieux, non seulement avec la pêche, la gestion qui est appliquée à la pêche, et on a vu déjà de l'amélioration sur les 20 dernières années, mais la qualité du milieu est aussi primordiale, et donc à nous aussi, à tous, on a tous un rôle de faire en sorte que la qualité du milieu des littoraux soit la meilleure possible, et donc il y a un champ de travaux à accomplir aussi sur ces niveaux-là pour bien comprendre les interactions, la qualité des milieux, le rôle de la qualité des milieux sur les recrutements, sur les différentes phases du cycle biologique. Et une population de poissons sera d'autant plus résiliente aux facteurs de changement que son environnement sera en bon état. Alors maintenant, vous voulez vous reposer la question. Alors, est-ce que pour vous... on espère qu'on n'a pas inversé la tendance, parce qu'on n'avait que deux qui pensaient qu'on ne pouvait pas avoir une pêche durable. Voilà, donc on va jouer le jeu quand même. On voulait savoir si... on espère vous avoir convaincu, au moins raconter une histoire dans laquelle nous, on croit profondément. Voilà, donc est-ce que vous pensez qu'on a inversé? Est-ce que les gens qui étaient... Ah non, toi, tu peux pas. Non. Voilà. Pardon? Continuez. Voilà. Donc, on vous remercie pour les...